Je dirais que j'aime les fleurs d'une passion presque monomaniaque. Les fleurs me sont des amies silencieuses et violentes et fidèles. Et toute joie me vient d'elles. Mais je n'aime pas les fleurs bêtes. Car aussi blasphématoire que cela paraisse, il y a des fleurs bêtes. Ou plutôt des fleurs... de pauvres fleurs à qui les horticulteurs ont communiqué leurs bêtises contagieuses, telles les bégonias, dont on fait aujourd'hui dans les jardins un si douloureux étalage, au point que toute autre fleur en est exilée, et que toute la flore semble se restreindre à cette espèce de plante stupide dont les pétales sont découpés à l'emporte-pièce dans quelque indigeste navet, pulpe grossière, forme rigide, sans une grâce, sans une fantaisie, tige molle et gauche, sans une jolie flexion dans la brise. Nul parfum ne monte d'elle, et son âme est pareille à celle des poupées. Je veux dire qu'elle n'a pas d'âme, ce qui est à peine croyable. Au Mexique, où il pousse librement, on assure que le bégonia est charmant. Que ne l'a-t-on laissé là-bas? Oh, les jardins d'aujourd'hui! Mais comme ils me sont hostiles! Quel morne ennui les attristent! À quel rôle abject de tapis d'antichambre, de mosaïques d'écuries, de couvre-pieds de cocottes, les jardiniers, mosaïculteurs et cloisonneurs de pelouse, n'ont-ils pas condamné les fleurs? Tout ce qu'elles ont en elles, de personnalités mystérieuses, de symboles émouvants, de délicieuses analogies. Tout l'art exquis qui rayonne en prodige de formes éducatrices de leur calice. On s'acharne à le leur enlever. On les condamne à disparaître, taillés, rognés, ébarbés, nivelés par un criminel sécateur, dans une confusion inharmonique, dans une sorte de tissage mécanique et odieux. Elles ne sont plus tolérées dans les jardins qu'à la condition de dire la suprême sottise du jardinier, d'étaler par des chiffres et par des noms la richesse et la vanité du propriétaire. Les hommes exigent d'elles de descendre jusqu'à leur snobisme, jusqu'à leur vulgarité. Rien n'est triste comme des fleurs asservies. Moi, les fleurs que j'aime, ce sont les fleurs de nos prairies, de nos forêts, de nos montagnes. Je vais demander à l'Amérique septentrionale la miraculeuse beauté de ses composés, la majesté de ses hélianthes et de ses cycliums. Au Japon, je cherche l'obscène candeur de ses lys, l'exubérante et fastueuse joie de ses pivoines. L'Orient m'apporte la quantité innumérable de ses bulbes, l'extraordinaire chiffonnage de ses pavots,
où le caillou est hospitalier à la petite graine qui se confie à lui, où la neige couvre et prépare les ardentes soirées printanières. Quel plaisir! Et je le dirai quelques jours, ce plaisir. Et je dirai aussi puisqu'elles contiennent non seulement de rêves, de beauté, mais aussi d'excitation intellectuelle et d'éducation artistique. Quel plaisir de rassembler tous ces êtres de miracle et de leur donner la paix qu'ils aiment, l'air dont se vivifient leurs délicats organes, l'abri dont ils ont besoin, et de les laisser s'épanouir selon leur fantaisie admirable et dans la norme de leur bonté, car les fleurs sont bonnes et généreuses pour qui sait bien les chérir. Tout ça pour dire que cela faisait bien longtemps que je désirais une merveilleuse plante qui s'appelle le Silphium albiflora. Enfin, je l'avais demandé aux horticulteurs, aux collectionneurs, au muséum, au jardin botanique. Enfin, je l'avais commandé de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Amérique, et même de ce botaniste passionné et charmant de Genève, M.H. Frévon, qui cultive dans ses curieux jardins plein palais tout ce que la flore universelle peut donner de plantes révélatrices de beauté. Comme je me désolais de l'inutilité de mes recherches, quelqu'un me dit « Je connais un bonhomme qui a peut-être votre plante. C'est une espèce d'original, très amusant, dont la coquetterie est de posséder des fleurs que personne ne possède. Il en a, paraît-il, d'extraordinaires. Il habite Granville et par une prédestination singulière, son nom est Hortus. Le lendemain, j'étais à Granville. Je trouvais le père Hortus dans son lit. C'était un vieux petit bonhomme, très rouge de peau, très blanc de cheveux, et qui, en manche de chemise, le chef couvert d'un chapeau de paille en forme de tente, jouait du cornet à piston devant un hibiscus. « Cette fois, ça y est !» me dit-il en m'apercevant. « Cette fois, je le tiens, le groguin !» Et comme je paraissais intrigué devant un tel accueil, le père Hortus m'expliqua. « Voilà, moi, je n'aime que les plantes qui font des blagues. Seulement, je suis aussi rose qu'elle. Savez-vous ce que je viens de faire? Je viens de féconder un hibiscus. L'hibiscus déteste la musique. Eh bien, je lui joue du cornet à piston juste au moment de la fécondation. Ça l'embête, ça le dérange, ça va le mettre en rage. Il va se féconder de travers, c'est-à-dire qu'il va me donner une graine d'où sortira un monstre cocasse, qui sera un hibiscus ou qui n'en sera pas, qui sera une plante comme on n'en a jamais vu. Je le félicitais vivement de ce procédé de culture et lui expliquai le but de ma visite. Ah ben ça j'en ai pas, ou plutôt je ne sais pas si j'en ai, car j'ai tout un tas de plantes dont je ne connais pas le nom. Mais j'ai quelque chose de bien plus curieux que tous vos silphiums. C'est le concombre fugitif. Je vais vous le montrer. Et il m'invita à le suivre. L'enclos était vaste, divisé en carrés rectilignes, traversé par de larges allées herbeuses. Jamais, même dans un jardin abandonné, je ne vis pareil désordre. Les planches, les plates-bandes picturées, jamais rajeunies par la bêche ou l'humble pinette, offraient l'indescriptible spectacle de plantes emmêlées les unes aux autres, et tout cela jauni, roussi, jonchant la terre dure, disputant aux herbes folles le peu de fraîcheur laissé dans le sol brûlé par le soleil. Ah! Vous allez rire? Me dit le père Hortus. Il s'arrêta devant une planche.
écarta quelques tiges mêlées de flox. Ah, c'est un concombre impayable que le concombre fugitif. Bon, à le voir, il n'a rien de particulier, mais dès qu'on veut le prendre, il fiche le camp, il s'en va au diable, impossible de le manier. Le père Ortus cherchait toujours, à travers le lacis de tiges jolies qu'il écartait d'une main brutale. Ah, mais je ne le vois pas. Ah, c'est toujours la même chose. Quand on vient pour le voir, il est jamais là. Et se tournant vers moi, est-ce curieux tout de même? Un concombre. Attendons un peu. Il ne va pas tarder à revenir. Je ne savais si le père Ortus était véritablement fou, ou s'il cherchait à me mystifier, et je me disposais à interrompre ma visite quand, tout d'un coup, le père Ortus, s'écroulant à plat ventre dans ma planche de fleurs, cria « Ah, retard! Ah, misérable !» Et je vis sa manoueuse, cherchant à étreindre quelque chose qui fuyait devant elle, quelque chose de long, de rond et de vert, qui ressemblait en effet à un concombre, et qui, sautant ma petite fond, insaisissable et diabolique, disparut, soudain, derrière une tour. Cette journée, une journée grise et bruissante, la forêt a retenti de l'abois des chiens, du galop des chevaux et du son des corps. On chasse! Ah, voici venu le temps des chasses, des grandes chasses qui ramènent les gens riches dans le pays. De même qu'une fête fautive, où les péripéties des manœuvres militaires, cela a mis en rumeur ce coin de forêt, ordinairement si calme et si plein de silence. La forêt est envahie. Elle crie, elle appelle, elle hurle. J'ai vu passer, emporter dans un galop, des messieurs très élégants et de belles et souples brutes humaines, vêtues de rouge comme des tombeaux anglais. J'ai vu passer aussi des femmes à cheval, bien cambrées sur leur selle, et d'autres mollement étendues sous les coussins de leur voiture, des femmes jolies, des petites femmes blondes et roses, aux prunelles douces, et qui, le soir, langoureuses, pâmées, chuchotent derrière leur éventail des mots d'amour, et parlent, ils parlent de leur âme meurtrie, de leur âme blessée, de leur pauvre âme assoiffée d'idéal, les chers cœurs. J'ai vu passer aussi, en dimanche et fébrile, des familles entières de petits bourgeois et des paysans, des ouvriers venus en masse de la ville, des villages voisins, attirés par la promesse d'un double spectacle, celui de contempler de près des personnes riches dans le brillant exercice de leur richesse, et peut-être assister à la mort sanglante, au dépassement de quelque chose de vivant par des chiens. Quelques-uns se sont arrêtés devant l'auberge que j'habite. Oh, c'est un bon endroit. La lalie sonne souvent. Ces braves gens, mêlés, oisifs, prolétaires, sont impatients, anxieux, des petits trépignes, les grands des figures graves, joie de carnassier, admiration servile devant le luxe et ses manifestations meurtrières. Je ne surprends rien d'autre sur ces visages. Une jeune fille dit « Oh, pourvu qu'on le prenne au milieu de la scène, ouais, c'est bien plus beau. » La mère « Oh oui, avec des torts